Moi, je vais vous demander une faveur, Jocelyn Goss. Oui. Est-ce que vous pouvez relire le début de ce communiqué? Oui, je peux le relire, le début. Oui. Nous vous informons officiellement du décès de notre honorable professeur Niusere Kalala Omotunde, survenu le 13 novembre 2022 en Guadeloupe. Nous démentons formellement toutes les allégations concernant les causes de sa mort. Nous tenons à honorer sa vie et son parcours. Nous démentons formellement les allégations. Toutes les allégations concernant les causes de sa mort. Ok. Arrêtons-nous là. Ça pose un problème sérieux. Vous démentez les allégations sur la base de quoi? Vous offrez quoi? Vous apportez quoi? C'est une bonne question. Apportez-nous les preuves que ce qui est dit tout ce qui est dit relève des allégations. Le débat va se taire, le débat va s'arrêter. Ça pose un problème. Et c'est comme ça qu'on a toujours procédé pour comment on dit ça? Pour troubler la mer et pêcher en eau trouble. Comme on est dans un moment solennel, on parle de quelqu'un d'important qui a changé de bord, qui est passé à l'autre bord. Je ne voudrais pas insister là-dessus, mais les choses sont claires là. Au nom de quoi vous interdisez aux gens de s'interroger sur les causes de la mort du professeur Kalala? Au nom de quoi? Qui peut m'interdire d'investiguer, de chercher pourquoi Kalala est mort? Qui peut m'interdire ça? Au nom de quoi? D'autant plus que nous connaissons comment nos héros meurent. Oui. Nous connaissons la longue tradition consistant à éteindre les lumières africaines quand elles brillent. Et Kalala a brillé. Pourquoi on nous interdit d'interroger, de réfléchir sur sa mort? Qu'est-ce qu'on appelle l'allégation? Est-ce qu'il faut rappeler à nos amis là que Kalala, sa voiture avait été percutée, j'ai oublié la date, sa voiture avait été percutée. Volontairement, on a percuté sa voiture. Si je fouille là, permettez-moi, moi je veux regarder ça. Je peux regarder ça, Jocelyn Goss, avec votre permission. Comment on a percuté sa voiture dans l'optique de le tuer. Donc, ce n'était pas la première tentative de vouloir porter atteinte à la vie du professeur Niusere Kalala Omotunde. Bon, c'est très long à trouver, mais je peux trouver ça, je vous donne. Vous trouvez la date exactement, le jour. Il a échappé. C'était pour le tuer. Bon, si à l'époque il était mort, on devait interdire de faire des investigations là-dessus. Comment est-ce qu'une voiture vient percuter la voiture de quelqu'un? De manière, comment on dit ça? De manière, c'était pas un accident. Il est venu vraiment percuter sa voiture. Heureusement que, comme on dit, la main de Dieu n'a pas permis ça. C'est que le professeur Kalala Omotunde nous aurait quitté plus tôt. Donc on peut s'interroger. On a le droit de savoir, d'investiguer. Pourquoi, comment il est mort, qu'est-ce que c'est la cause de sa mort. Mais qui a peur de l'investigation? Qui a peur? Qui a peur? Donc nous sommes de ceux qui estimons que son départ est très suspect. Et il y a des indices, nous parlons par là, il y a des indices. Il y a des indices. Moi, c'est moi qui ai été le premier à le dire, à mettre sur la place publique ouvertement au cours d'une émission dans une télévision où j'ai mis sur la table la question de l'assassinat. J'ai dit même loin, j'ai dit qu'il était assassiné dans Air France, selon les sources qu'on m'a données. Et j'ai dit que bon, c'était qu'une hypothèse. C'était qu'une hypothèse. Je n'ai pas des éléments pour dire que la source là est vraie. Mais quand on nous dit que nous devons nous contenter du fait qu'il est mort par crise cardiaque, il a fait une crise cardiaque, parce que son médicament manquait, la fameuse gwendoline, parce qu'il était supposé être asthmatique, et ça a débouché dans une crise cardiaque. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Moi, je ne peux pas me contenter d'une pareille raison. Je ne peux pas me contenter de ça pour expliquer la mort du professeur Kalala. Jamais de la vie, quand je connaissais les risques qu'il courait. Quand je suis venu ici dernièrement, nous avons discuté longuement sur la promotion de la géothermie en Afrique. La géothermie, c'est un type d'électricité. 1000 fois moins cher que l'hydroélectricité. 1000 fois moins cher, moins coûteux. 1000 fois moins polluant. Et correspondant à notre géographie. C'est-à-dire que notre géographie, nos terres, font qu'on en aura à foison et pour l'éternité.
Et Kalala Mutunde avait été très avancé en termes de recherche pour maîtriser la géothermie. Et il était passé à un autre niveau. Parce qu'en Guadeloupe, là où il résidait, effectivement, il y a une grande expérience là-bas en matière de géothermie. Donc les gens ont pratiquement maîtrisé ça. Et ils se battaient pour que l'Afrique récupère, n'est-ce pas, la technologie liée à la géothermie, en se basant sur les expériences qu'il y avait en Guadeloupe. Or, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu terrible. L'enjeu énergétique lié à la géothermie est terrible. Et il y a des sociétés aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas, qui sont engagées à cette affaire en première ligne. Et d'ailleurs, il y avait une société israélienne qui se battait pour aller en Guadeloupe, n'est-ce pas, investir dans la géothermie. Dans la géothermie. Et Kalala, la dernière fois où il était ici, il se battait, il me l'a expliqué, il disait qu'il faut que les Africains dévancent cette entreprise-là. En Guadeloupe font des partenariats, n'est-ce pas, en Guadeloupe, pour mieux maîtriser la géothermie et venir sortir le continent de l'obscurité. Parce qu'on est là partout, il manque d'électricité, vous voyez, nous sommes sur un plateau, à tout moment ici, on peut la faire. Oui. Hein? Donc, il se battait pour ça. Et il était en train de... Vous savez que on s'enrichit beaucoup quand on le fait sur le saut du sucre. Un pareil marché, une pareille perspective économique n'était pas très connue des Africains. Et lorsque quelqu'un, comme Kalala Mutunde, qui avait la surface de communication qu'on connaît, prend une pareille question en charge et commence à vouloir organiser les Africains, à partager ça, et que n'est-ce pas, à partir de l'information qu'il a mis à notre disposition, oui. Vous imaginez que la sphère panafricaniste s'accapare du dossier, ben, attendez, des gros intérêts étaient menacés. Les policiers disent, mais à qui profite le crime? À qui profite le crime? Qui a intérêt aujourd'hui à être content de la disparition de Mutunde? Qui a intérêt? C'est pas vous et moi. Du tout. Mais il y a les gens qui ont intérêt. Tous ceux qui sont en train de spéculer sur la géothermie ont intérêt à ce que Kalala Mutunde se taise. Tous les racistes du monde, n'est-ce pas, ont intérêt à ce qu'il se taise. Donc, c'est comme si on nous interdit de réfléchir sur les causes de la mort de Cheikh Anta Diop. Et qu'on menace quiconque veut s'aventurer à relancer l'enquête sur la mort de Cheikh Anta Diop. On le menace. Attendez, moi je ne comprends pas. Il y a un problème. Nous devons savoir de quoi il est mort. S'il est mort naturellement, le débat est clos. Le débat est clos. Moi, c'est le premier à dire que non, il était mort naturellement. Mais ne menacez pas. Il ne faut pas menacer les gens pour dire non, le débat sur sa mort est clos. On a ouvert une cagnotte, il faut seulement cotiser pour lui faire les funérailles. Ça veut dire quoi? Les gens ne connaissent pas le capital qu'il y a aujourd'hui. Le capital qu'il y a aujourd'hui qu'on gagnerait à savoir de quoi il est mort exactement. Mais prenons le cas des Juifs. Appelons-les comme ça, les Juifs. Mais vous ne voyez pas comment ils ont géopolitisé la mort des Juifs et toute mort d'un Juif. Ils l'ont géopolitisé au point où non seulement ça rapporte des centaines de milliards, mais ça leur garantit un avantage terrible sur tous les autres peuples. La gestion de leur mort. C'est-à-dire que si un Juif décède, s'il est mort d'une manière non naturelle, oui, ça devient un avantage pour eux. Ils vont investiguer, ils vont trouver la cause et la personne va répondre. Et du coup, derrière ça, va se répandre, n'est-ce pas, une espèce d'invincibilité des Juifs. Vous comprenez? Ça se répand. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts. À partir du moment où ils veillent sur les leurs, où ils s'assurent, n'est-ce pas, que plus jamais ce qui est arrivé aux Juifs, oui, nous reprenons ça comme ça, ce qui est arrivé aux Juifs ne doit plus arriver à un seul Juif sur la terre. Vous voyez à quel niveau cette veille stratégique et géopolitique a conduit ce peuple-là? C'est quand même terrible. Nous devons savoir de quoi est mort Kalala Mutunde. Moi, mes sources, d'abord, elles sont prêtes à venir confirmer ce que je dis, hein, mes sources. Ce ne sont pas les sources anodines, ce ne sont pas les petites sources, ce sont des sources haut placées et introduites qui m'ont appelé pour me dire, monsieur le Président, voici de quoi est mort ton frère Kalala Mutunde. J'ai mis ça sur la table.
comme étant une hypothèse parmi d'autres. Et c'est une hypothèse d'autant plus sérieuse que c'est comme ça qu'on a toujours tué nos esprits les plus brillants. C'est comme ça qu'on les a tués. Et depuis qu'on les tue, on ne fait rien, on ne fait absolument rien, ça continue. Ils se sentent autorisés de le faire. Demain, ça sera à vous. Demain, ça sera à vous. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, aujourd'hui, qu'un monsieur comme William Bechtel, l'État français a organisé la mort de Momier, l'a tué sur la base d'un poison. C'était un colonel de l'armée française. Jusqu'aujourd'hui, l'État camerounais n'a jamais ouvert ce dossier. Hein. On ne parle même pas de ça au Cameroun. Mais pourtant, il est connu, l'assassin. Il est connu. William Bechtel, colonel de l'armée française déguisé en journaliste. C'est pas le seul cas. C'est pas le seul cas. Comment voulons-nous avoir la moindre sécurité pour nos héros, pour nos esprits brillants, si on ne peut pas enquêter sur les causes de leur mort, même quand on montre que ce ne sont pas des morts naturelles? Entre nous là, on fait quel combat alors? On fait quel combat? Même le soldat qui va au front, on essaie de créer les conditions pour qu'il ne meure pas. C'est-à-dire qu'on dit que bon, ta vocation c'est de mourir, mais on s'assure quand même que si ça arrive, que ça soit, on dit, l'extrême option. On est fiers de voir les soldats qui vont au front et qui rentrent. Mais nos soldats intellectuels, nos soldats qui sont sur le front de la lutte intellectuelle, de la lutte politique, mais on les tue comme des poules. Et non, il faut seulement aller faire les funérailles. Il ne faut même pas chercher à savoir pourquoi ils sont morts. C'est pas sérieux. Donc, moi, l'une des façons de rendre hommage pour ce cas-là, c'est de savoir pourquoi il est mort. D'investiguer. Et moi, j'ai dit, je vais m'assurer, j'en parlerai avec des amis, des collègues, pour qu'on essaie d'investiguer un peu pour savoir de quoi est-ce qu'il est mort. Je répète, s'il est mort naturellement, on devait être clos. Mais qu'on ne nous interdise pas de commencer au moins, ça veut dire que peut-être il a été assassiné. Mais si on retire cette hypothèse, ça veut dire que c'est de la terreur. Et que c'est de là-bas qu'il faut regarder. Donc, quand j'ai fini de dire ça rapidement, nous venons de... Un géant de l'histoire africaine est parti. Un monument vient de nous quitter. Et vous l'avez appelé la grande dimension de l'homme. Anthropologue, linguiste, il était scientifique de haut niveau. Tellement il était éclectique qu'on ne sait pas où le classer. Et on retient de lui que c'était un général, un maréchal de la cause de la restauration de l'histoire authentique et de la dignité de l'homme africain. Quand on était à Yaoundé aux dernières assises pour la nouvelle pensée africaine, le thème qu'il a développé portait exactement sur l'actualisation des héritages scientifiques et techniques africains. Écoutez bien, pour refonder l'histoire mondiale de la cognition. Vous voyez l'ambition? Actualiser les héritages scientifiques et techniques africains pour refonder l'histoire mondiale de la cognition. Il fallait renverser l'ordre intellectuel mondial. Il fallait renverser l'hégémonie intellectuelle mondiale. C'était là où il opérait. C'était un géant. Et pour ça, il mobilisait tout. Le décryptage des hiéroglyphes, l'exploration de la riche civilisation égyptienne et ses avatars dans le continent. La promotion de ce qu'on appelle les humanités classiques africaines. Tout ça pour faire quoi? Pour que nous aussi, nous ayons notre renaissance. Dans le sens de la renaissance occidentale, qui a posé les bases de leur expansion dans le monde. Il ne s'agit pas de faire comme eux, mais au moins non seulement de corriger le déséquilibre des relations internationales en matière intellectuelle, en matière des rapports de civilisation, pour faire émerger cette civilisation de l'univers universel, dont un de ses maîtres, Cheikh Anta Diop, a tant rêvé, n'est-ce pas? Il a tant rêvé. Voilà les batailles que ce monsieur menait. Et il a mené avec une sagacité extraordinaire, avec un génie extraordinaire. Je voudrais vous rappeler que de par la formation, il n'est pas se retrouver. Pas sa formation originale, il n'est pas se retrouver là. Hein. C'était un publiciste. Il a fait la communication, la publicité. C'est ce qu'il a fait. Mais regardez comment il a brillé. À partir de la publicité, regardez là où il s'est retrouvé.
et comment il a irradié ce domaine, n'est-ce pas, de tout son talent, de tout son génie. Donc, pour arriver à ce niveau, il faut être consacré sur le plan scientifique. D'aucuns diront dévoué, il faut se dévouer, il faut se sacrifier, il faut s'offrir en holocauste pour l'éclatement de la vérité dans nos rapports avec l'Occident. C'était ça Kalalawa Mutunde. Travailler comme un fou. Quand on voit le nombre de livres qu'il a écrits, vous demandez, mais il écrivait même ça quand? Où est-ce qu'il prenait le temps pour écrire? Il a tellement écrit. C'est du travail, Jos Ndengos. Mais quand vous avez fini de dire ça, mais on peut être aussi brillant, on peut avoir tout ce génie, mais on ne sait pas transmettre. Oh, ben c'était un communicateur hors pair. Hors pair. Quand ce monsieur prenait un auditoire, ben, l'effet était sûr. Hein? C'est-à-dire que l'effet était sûr. Vous sortez de là complètement transformé. Tellement il avait l'art de communiquer. C'était un génie de la communication. Communicateur hors pair. Donc nous saluons le maître des sciences et des traditions africaines. C'est le titre, c'est le prix, le dernier prix qu'il a reçu lors de la clôture des assises de la nouvelle pensée africaine, organisée par le CER de Tola. Il a eu ce prix. C'était prémonitoire. Est-ce un prix testamentaire? En tout cas, le fait que juste après son retour du Cameroun, alors qu'il a quitté le Cameroun pour retourner chez lui, nous avons appris qu'il est parti, après avoir reçu ce prix. Nous ne voulons pas faire le lien avec ce qui s'est passé avec Cheikh Anta Diop, pareil. Il part du Cameroun, rentre chez lui et il part, s'en va. On avait dit de Cheikh Anta Diop qu'il était le dernier pharaon. Qu'est-ce qu'on va dire de Mutunde? Cheikh était le dernier, mais on a eu Mutunde. Je pense que je disais sur un plateau que je ne suis pas en deuil. Parce que pour les Africains, ce corps n'est qu'une prison de notre âme. Il est libre. Il est désormais libre. Libéré des chaînes de ce corps qui nous alourdit, qui nous soumet dans la servitude des sens, au détriment de notre esprit, de notre âme. Mais lui, il est libre. Oh, vraiment libre. Parce que quand on voit, qui peut dire qu'il n'a pas accompli sa mission? L'héritage qu'il a laissé, les livres là, ce qu'il a conseillé dans les livres. Mais c'est un homme libre, il a rempli sa mission. Et il nous revient maintenant de le maintenir vivant. En le transformant par ses livres en un musée qu'on viendrait à regarder pour se distraire. Et dire que non, il y a eu un jour au Mutunde. Non, ce n'est pas de ça qu'on veut. Il faut des musées vivants, des continuateurs, des assimilateurs de l'œuvre qu'il a laissée. Moi, je pense qu'il a accompli sa mission. Alors, on a parlé de la restauration de la conscience africaine, de la conscience historique africaine. Alors, la restauration de la conscience historique de l'Afrique, ça n'a pas de sens si on reste esclave, si on reste dans la servitude. Mais ça prend tout son sens si nous brisons les chaînes de l'esclavage et nous faisons émerger la puissance africaine qui va éviter tous les périls qui pèsent sur l'espèce humaine. Parce que c'est notre responsabilité. Quand on parle d'Afrique, c'est ça, c'est notre responsabilité. Premier humain sur la terre, dernier humain sur la terre. Donc, on doit veiller. Fils aîné de la création, nous avons la responsabilité de veiller sur nos petits frères. Vous savez qu'en Afrique, un aîné, c'est un futur père. C'est le père. C'est le second, c'est le père en second. Quand le père s'en va, quand il laisse un aîné, il part tranquille. Donc, notre rôle, c'est de veiller sur l'espèce humaine qui est menacée de toutes parts par toutes sortes d'aventuriers, justement. Comment dire ça? Aventuriers nourris par ce que j'appelle la dérive occidentale. Donc, je pense qu'il nous a laissé les armes pour continuer le combat. Il nous reste à dire à lui souhaiter bon voyage. Il a amorcé un nouveau voyage et que là-bas, ceux qui sont là-bas le reçoivent.